les Goths se seraient emparés du dernier exemplaire de l'Arche d'Alliance. Et il faut savoir que les Gaules, lorsqu'ils sont arrivés en Gaule, ils étaient déjà chrétiens. Bon, pour leur malheur, c'était des bons ariens, c'est-à-dire des chrétiens arianistes, de sorte que les catholiques, leurs sujets catholiques n'ont pas pu les supporter. Ça. Ils ont été obligés de se convertir plus tard. Donc, chrétiens, c'est-à-dire que s'ils avaient trouvé des trésors du temple de Salomon, bien entendu, ils ne vont pas le faire fondre, ils vont l'ajouter à leur trésor, justement à ce trésor national qui transporte depuis des siècles un trésor qui n'est pas le trésor royal, hein, c'est un trésor national. Et ce trésor doit être à tout prix mis à l'abri de toute profanation. D'autres peuples germaniques, à leur exemple, avaient leur propre trésor national. Exemple, les Vandales. Les Vandales qui sont les premiers peuples dits germaniques qui se sont installés à Toulouse, avant les Goths, avant les Francs, qui ont été attaqués et défaits par les Francs, et avant de quitter Toulouse, ils auraient jeté leur trésor national dans le lac de Saint-Cernin. Comme ça, il était à l'abri de toute profanation. Donc, le trésor était entier, donc l'unité du peuple vandal pouvait rester intacte. De nos jours, à Saint-Cernin, c'est une église, le lac, pas de traces. N'empêche que Domenico Bodis, avant de quitter la mairie de Toulouse, a fait faire des fouilles dans le sous-sol de l'église. Il a retrouvé quelques points, on dirait. Bon. Mais n'empêche. Donc, quoi, les histoires de trésors, même légendaires, on essaie de trouver. Et vous savez qu'à Rennes-le-Château, toute l'histoire a été lancée par le livre L'Or du Diable de Gérard de Seine, parce que les gens, quand ils ont vu la richesse subite de la Bessonnière, c'est qu'ils ont cru qu'ils ont trouvé un trésor. Et avec l'idée très saugrenue qu'il aurait parsemé l'église d'églises, de jeux de pistes, pour qu'on puisse retrouver derrière lui le trésor qu'il a trouvé. C'est un peu lourd. Moi, pour moi, la Bessonnière n'a pas trouvé de trésor, c'est un commanditaire, c'est-à-dire quelqu'un qui a été payé pour faire ce qu'il a fait, et qu'il a été puni au moment où il a travaillé pour lui-même, c'est-à-dire au moment où il a commencé à fouiller clandestinement le cimetière. Et tout d'un coup, on lui coupe les livres, c'est pour ça que tout d'un coup, il est ruiné, quoi. Et il est obligé de faire plus tard du trafic de messe pour se renflouer un peu. Ce n'est que vers la fin de sa vie on dirait qu'il reprend grâce, qu'il commanditaire lui offre confiance, mais il meurt en total. Alors, le trésor de Visigoth, il a disparu. On sait que lorsque les Francs ont attaqué Toulouse, les Goths ont transféré le trésor à Carcassonne, d'où la fameuse tour du trésor. Et de Carcassonne, finalement, il est transféré à Redaï, c'est-à-dire sur le territoire de Rennes-le-Château. Et lorsque finalement les Goths vont fonder le royaume Visigoth de Barcelone, plus de traces du trésor. La logique, c'est qu'ils ont mis en sécurité, à l'abri, peut-être à l'abri de toute profanation dans un endroit inaccessible, ce trésor dans le territoire du Razès, de Rennes-le-Château, quelque part. Et vous savez que dans l'histoire de Rennes-le-Château, il y a beaucoup d'histoires de cryptes, de grottes, de choses cachées à découvrir. Ce qui nous ramène au Bugarach. Pourquoi le Bugarach? Parce que dans le Bugarach, il y a une légende qui dit que dans les entrailles de la montagne, il y a un lac, un immense lac, et que dans ce lac, il y a quelque chose de fabuleux. Il y a quelque chose.
C'est intéressant que la, la légende ne mentionne pas de ce que c'est cette chose tellement elle est fabuleuse. En général, on dit que c'est la sorcière ou le diable qui habite ceci, cela. Là, non, il y a quelque chose de fabuleux dans un lac qui est contesté par par exemple, par les spéléologues qui ont fouillé les entrailles, le labyrinthe qui est en-dessous du Bugrach, ils n'auraient jamais trouvé de grand lac. Hein. Bon. Mais c'est persistant. Et c'est là ce qui va me ramener à cette légende du char de Phaéton, tel qu'elle m'a été raconté. Phaéton, c'est le bâtard d'Apollon et du Numen. Phaéton est à un moment à la recherche de paternité et il réussit à connaître son père, le dieu Apollon, et il commence à le décliner en lui disant t'es beau salopard, tu m'as abandonné, je suis même pas certain que tu sois mon père. Il dit si, je suis ton père, sauf que je suis un dieu qui est humain, je ne peux pas me mêler des affaires des humains, mais j'ai toujours un œil sur toi. Ah, il dit, t'es mon père. Alors prouve-le. Laisse-moi conduire le char du soleil. Oui, parce que dans cette histoire, Apollon, c'est Apollon Phébus, et il a le rôle de transporter chaque jour le soleil d'est à l'ouest dans un char lumineux, quoi. Un char fabuleux qui est tiré par des chevaux de feu très difficiles à maîtriser. Et c'est pour ça qu'Apollon dit non, c'est très dangereux, maîtriser ces chevaux, il n'y a que les dieux. Alors, Phaéton dit je suis ton fils, je suis un demi-dieu, je devrais pouvoir assurer la conduite du char. Laisse-moi conduire le char. Bon, Apollon se laisse attendrir et Phaéton conduit le char. Et comme tout jeune idiot qui emprunte pour la première fois la Ferrari de son père, il fait l'idiot et il provoque une catastrophe. Oui, il ne maîtrise plus les chevaux, le char s'approche dangereusement de la terre. Au passage, il brûle tout un pan de montagnes qui vont devenir des montagnes brûlées. Les Pyrénées. Et le char finit par s'écraser, enseveli parmi les collines d'Arcadia, de l'Arcadie. Alors, l'Arcadie, c'est une région de la Grèce, c'est le paradis chez les Grecs. Et Arcadia ego, c'est l'Arcadie. Or, dans notre périmètre de Rennes-le-Château, près des Pyrénées, il y a une montagne qu'on appelle la montagne inversée, parce qu'on dirait que tout ce massif a été renversé comme une motte de terre qui a subi un coup de bêche. Tout ce qui est le plus ancien au-dessus et le plus récent en dessous. Ce sont les géologues qui se sont penchés sur cette montagne. Et cette montagne, vous avez compris, c'est rien d'autre que le Bugarach. Donc, celui qui m'a raconté cette histoire me suggère que peut-être dans le Bugarach, il y a ce char de Phaéton. Un char qui parcourait les cieux. Un char qui véhiculait les cieux. Un véhicule céleste. Un vaisseau spatial. Alors il se trouve que le Bugarach est près d'une petite cité qui s'appelle Arc. L'Arche. Et donc par extension, tout le territoire autour de l'Arc, c'est le territoire de l'Arcadie. Vous voyez comment on rapproche cette histoire de char de Phaéton écrasé dans l'Arcadie, non pas l'Arcadie,
grecs, mais chez nous. Donc, l'histoire nous suggère que on fait une faune dans les entrailles du Bulgarache, peut-être sommeille un vaisseau spatial qui n'attend qu'être réveillé. Réveillé par quelqu'un qui a la capacité de le réveiller. Quelqu'un qui, peut-être par sa génétique, est capable de le réveiller. Pourquoi je dis génétique? Parce que si un jour il y a un grand monarque qui se présente, moi je dis, eh bien, peut-être je croirais en toi si tu es capable de réveiller la chose qui est dans le Bulgarache. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a eu un autre roi qui a été mis à la preuve comme ça. C'est le fameux roi Arthur. Le roi Arthur. Il a été proclamé roi. Pourquoi? Parce qu'il a été le seul à pouvoir retirer l'épée de son père, Arthur Uther Pendragon. C'est-à-dire que cette arme a reconnu la génétique de son fils. C'est une arme à reconnaissance génétique. Aujourd'hui, il y a eu des essais d'armes de reconnaissance qui ne peuvent être actionnés que par la génétique, la reconnaissance génétique de leur propriétaire. Donc, ça a été abandonné parce qu'il était vite fait de prendre un bout de sang du propriétaire et de faire croire que l'un et l'autre. Mais cette idée d'empreinte génétique m'interpelle. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette histoire de vaisseau spatial a fait qu'en 2012, un Américain qui a dû lire ou entendre l'histoire que je vous ai racontée a dit que c'est à Bulgarache qu'il fallait être pour le jour de la fête du monde. Le 21 décembre 2012. Parce que c'était, soi-disant, la fin du calendrier Maya. Voilà pourquoi il y a eu ces témoins. Je vous dis, j'avoue que en 2012, j'étais pas aussi serein que je voulais le faire entendre. Ça ne m'aurait pas étonné qu'en 2012, surgissent des entrailles de Bulgarache, quelque chose. Bon, ça s'est pas fait. C'était pas le bon moment. Il n'y avait pas peut-être le grand monarque qui s'était annoncé. Voilà. Je ne sais pas si vous savez que près du Bulgarache, en fait, côté du versant du Bulgarache, il y a un domaine, des sources de la Salte, le domaine de la Salte. Il y avait un certain Jean de Rémy qui prétendait avoir sous son domaine carrément une base d'extraterrestres et qui entendait souvent des bruits. Il se trouve que j'ai eu une expérience, moi je l'attribue au fait que je suis agoraphobe et que je me suis retrouvé tout seul à un moment donné et que la phobie a fait que j'ai entendu, plutôt ressenti un bruit qui m'a perturbé, quoi. Parce que ce jour-là j'étais au Linas, au niveau du Linas, qui est juste, c'est le pôle du Linas qui permet d'accéder au Bulgarache. J'avais des amis qui avaient acheté une maison là-bas et qui faisaient un chantier, et puis ils m'ont laissé tout seul. Et puis du coup, j'ai eu un accès d'agoraphobie, et j'ai entendu un bruit que je ne pouvais pas exprimer. Il se trouve que quelques mois plus tard, j'ai eu le privilège de rencontrer Jean de Rémy dans ce domaine, et là il me parle, c'est un bruit qu'il avait dit, comme les machineries de bateaux dans les films de guerre, hein, les machineries de bateaux, avec le bruit d'un moteur de frigo qui se lance. Et quand il dit ça, alors je ne suis pas sûr que c'est vraiment ce que j'ai entendu, enfin ressenti, parce que c'était plutôt dans les tripes, de choses. Mais je dis, mais c'est ça que j'ai entendu, quoi. C'est ça que j'ai ressenti. Voilà pour l'anecdote.
Voilà, donc c'est sur cette anecdote que j'achève ma conférence. Maintenant, s'il y a des questions.